Vous êtes toujours sur Niwa d'Info, dans Regard Croisé au Bénin. Des affrontements entre la population et les forces de sécurité ont éclaté jeudi à Savè, dans le centre du Bénin, bastion même de l'ancien chef de l'État, Boni Yayi. Vous parliez tantôt en coulisses de mauvaise gestion de cette crise. Oui, et vous savez, la crise béninoise après les législatives qui a conduit donc à l'exil entre griffes, parce que il y a le gouvernement, ou du moins le gouvernement de Parti Talon qui ne reconnaît pas notamment avoir donc contraint le président Yayi Boni en exil. 7 mai, lorsque vous scrutez un peu les rouages et puis les événements ayant conduit donc Yayi Boni à quitter le pays, et d'abord sa volonté, puis entre-temps, il avait fait un comeback avec l'ancien président du Nigeria, et par rapport à cela, il y avait Parti Talon aussi qui avait émis le vœu de le rencontrer à la présidence, ce qui n'était pas de l'avis de Yayi Boni. Donc ceux-ci l'ont contraint, ou du moins le président, l'ancien président nigérien disait qu'il n'était pas rassuré de sa sécurité. Donc par rapport à cela, il est rentré, et après, disons, quelques semaines ou quelques mois, il est revenu au Bénin. Et vous savez, pendant cette crise-là, ça avait été une localité qui était aussi ébranlée, où on avait même eu des morts d'hommes. Et je crois que c'est la mauvaise gestion de cette crise-là, parce que réellement c'est après que Parti Talon ait eu la volonté de pouvoir donc organiser, disons, ce dialogue-là, un dialogue effrité où tous les acteurs n'étaient pas là, parce que lorsque vous prenez les FCBE, c'était une frange qui avait participé tout de suite. Cette frange-là était donc il y avait aussi ces rumeurs entre les deux, parce que la FCBE estimait que, étant donné que leur leader était Yayi Boni, qui n'était pas au pays, ou du moins sa situation n'était pas encore clarifiée, il n'était pas opportun qu'il puisse participer à une quelconque dialogue. Ce qu'une frange avait estimé qu'il fallait aller. Depuis lors, il y a eu donc une scission dans ce groupe-là. Donc c'est cette mauvaise gestion de cette crise-là depuis les législatives, parce que c'est jusqu'au jour d'aujourd'hui, parce qu'il faut le dire, cette crise a été mal gérée. Il réclame quand même, il réclame quand même que ces résultats des législatives ne devraient pas. Non, je pense non. Les partis de l'opposition n'ont pas pu participer. Oui. Et c'est la frustration. Il y a cette frustration là qui est là, mais au-delà de tout, je pense que les résultats, ou du moins les résultats de ces législatives là ne sont plus, disons, les préoccupations majeures de ces partis politiques là. Mais il faudrait quand même asseoir carrément un vrai dialogue qui peut réconcilier les puisque carrément l'opposition n'y est pas participé, ne se retrouve pas dedans. Mais au-delà de tout, il y avait eu, disons, d'autres frustrations qui ont suivi. Et ça ne peut pas permettre au pays d'être apaisé. Parce que, et ça a beaucoup impacté la politique de Parti Talon. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, parce que Yayi Boni n'est pas n'importe qui, quelqu'un qui a eu à diriger le pays. Et puis on connaît les démêlés entre lui et Parti Talon. C'est vrai qu'on essaie donc de faire des procès d'intention en disant que Parti Talon est dans une logique de pouvoir donc rendre le coup à Yayi Boni. Bon, ça c'est entre guillemets, nous n'avons pas les preuves pour quand même affirmer, ou du moins infirmer cette assertion-là. Mais je dis carrément que ce que devait faire Parti Talon pour ramener carrément le calme, d'abord, il a ajouté à ces frustrations liées donc aux législatives que les gens n'ont pas encore digérées. Il faudrait quand même qu'on puisse quand même leur donner des passerelles d'expression. Et là, on a vu une sorte de chasse aux sorcières où les gens sont en prison jusqu'au jour d'aujourd'hui, où on réclame carrément leur libération. Et donc, tout ceci même viendra d'une interpellation d'un individu par la police. Tout à fait. Donc, tout ceci font que il a beaucoup plus rajouté à ces frustrations-là. Et ça, la manière dont Yayi Boni est revenu, ou du moins c'était compté parce qu'il avait des soucis de maladie. Par rapport à ça, il y avait aussi son beau-frère qui venait le rendre visite, qui a été donc interdit. Et par rapport à lui, il a été rappelé par Dieu. Et tout ceci font que je pense que c'est cette mauvaise gestion de cette crise-là qui continue pas à sévir dans ces localités qui sont considérées comme des fiefs de ces leaders-là. Et la crise pourrait encore peut-être s'aggraver quand on sait que il y a eu des affrontements violents au lendemain des législatives de 2019 où des tirs ont été échangés entre police et puis la population. Vous savez, moi, ce qui me gêne pour nos pays africains, c'est que les présidents qui viennent veulent rendre des coups et des fois même veulent montrer qu'ils sont les nouveaux patrons du pays. Je ne comprends pas pourquoi M. Yayi Boni
ne serait pas à la maison, et puis on va lui dire, voilà le président Talon qui vient te rendre visite. Du moment où le président Talon rend visite à l'ancien président Yahi Boni dans son fief, par exemple, il dit, collègue, on se retrouve dans ton fief. Et ça, c'est un symbole très fort. Les populations sont obligées de suivre effectivement cet exemple. Oui. Et cela va mettre fin à beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, moi, ce qui me gêne, quand il y a des affrontements entre la population et ceux qui sont censés la protéger, c'est-à-dire la police, la gendarmerie, l'armée, il y a problème. Parce que c'est le peuple, en fait, qui achète les armes pour donner à certains individus, à certains citoyens, pour pouvoir garder les autres. Mais si ces mêmes armes sont tournées contre les citoyens qui financent l'achat de ces armes, je crois qu'il y a problème. Mais le problème est profond du moment où il a une origine politique. Pourquoi c'est dans le fief de Yahi Boni que ça se passe? C'est par rapport au traitement que le président Talon veut effectivement réserver à ses habitants. Et les gens se disent, c'est parce que nous sommes du milieu de l'ancien président que nous avons à vivre de ces cas-là. Nous sommes victimes, nous sommes martyrisés parce qu'on nous traite de frères et sœurs de Yahi Boni. Et Yahi Boni également a la responsabilité d'appeler à l'apaisement. Et justement, c'est là où j'allais en venir. Vous savez, aux États-Unis d'Amérique, nous avons vu les images sur les réseaux sociaux et sur les médias. Le président Trump, le tout-puissant, a rendu visite à son prédécesseur, M. Obama Barack. Oui. C'est une image qu'il faut en Afrique. Pourquoi pour la fête de Noël ou de Tabaski, les anciens présidents ne se retrouvaient pas autour du président en exercice pour montrer une image de fraternité, d'entente, de dialogue à la population? Nous sommes différents, nous voyons autrement les choses en politique, mais nous sommes des frères et nous devons avancer ensemble. Je crois que le Togo, nous avons eu la chance, je pense, de dépasser ce niveau où systématiquement, parce qu'un individu a été arrêté par la police, alors on va brûler le commissariat, on s'attaque à tous les policiers, on confond policiers, militaires et gendarmes. Je crois que ça, on peut dire que petit à petit, nous sommes en train de tourner le dos à cela au Togo. Mais si au Bénin, qu'on prenait comme exemple démocratique, il faut maintenant retomber dans ces pratiques rétrogrades, de ces pratiques barbares, où la police, l'armée, la gendarmerie s'attaquent à la population, où la population s'attaque à ceux qui sont censés le protéger. Je crois que les politiciens doivent se poser beaucoup de questions. Aujourd'hui, il suffit que le président béninois Talon tape sur la table pour dire point, et vous allez voir, le lendemain, il n'y aura plus de bruit. Et si on continue par s'agresser, si on continue par se tuer, si on continue par cultiver la violence, on est en train d'amener le milieu et par conséquent tout le pays sur un terrain glissant. Je pense que la violence, comme le disait notre ancien président, on sait comment ça commence, mais on ne peut jamais deviner comment ça va finir. Et il est temps que les deux acteurs principaux qui peuvent calmer le jeu, M. Yahi Boni et M. Talon, s'entendent, fassent une visite pour dire, population, mais voyez, nous sommes ensemble. Vous vous battez pourquoi? Et je crois que ce serait un bon signe. Une paix de grave. Au-delà du fait que les responsabilités soient partagées dans cette crise qui dure depuis les lendemains des législatives de 2019, il faut reconnaître quand même que ça porte un coup dur au bilan, sinon au mandat. Oui, vous savez, le Bénin était considéré comme une démocratie célébrée dans la sous-région. Mais aujourd'hui, vous savez, après cette crise-là, ça a pris un secousse. Et aujourd'hui, même lorsque vous prenez un peu les pronostics, même dans les grandes analyses, je pense que tout le monde en parle. Déjà, avec l'histoire de Ajavon, tout ça là, tout à fait. On a vu qu'il y a eu un recul. Tout à fait. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas laisser transparaître, puisque ça, c'est un acquis. Le Bénin, c'est un acquis. C'est un acquis pour les Béninois, certes, mais aujourd'hui, je pense que
Aujourd'hui, il est loin d'être cité aujourd'hui en exemple. En exemple, c'est vrai qu'il y a cette manière-là de rotative, de limitation de mandat, mais au-delà de tout, qu'est-ce qui est fait? Et lorsque vous prenez aujourd'hui, depuis lors, vous prenez aujourd'hui, la liberté d'expression même a pris un coup. Regardez, tout récemment, il y a eu un journaliste aussi qui a été emprisonné pour des raisons banales. Par exemple, chez nous, ça se passe à tout moment, mais je pense qu'on laisse faire. Donc je pense que Patrick Talon devait un peu retourner dans les arcanes de la démocratie célébrée qu'on connaît du Bénin par le passé. Sans quoi, je pense que il va diriger certes le pays, mais il laissera derrière lui. Il ne faut pas qu'il fasse que après que ce soit le déluge dans ce pays-là. Mais c'est ce qui est en train de transparaître aujourd'hui dans sa gouvernance de la chose publique. Et ça, c'est pas bien pour le Bénin. Parce que vous avez, quand le Togo se défait, c'est un Bénin qui se refait un peu. Et là, je pense que quand c'est un pays, frère, qui a déjà ces problèmes-là, il faudrait quand même que nous qui sommes à côté, on s'inquiète. Et d'abord, étant dans l'UMOA aussi, je pense que les pères ou les dirigeants de l'UMOA n'admettent plus à ce qu'il y ait quand même de ces crises-là dans la sous-région. Et je pense qu'il faudrait, de toutes les façons, comme ils ont des arsenaux, de pouvoir se rencontrer, qu'on puisse le rappeler à l'ordre pour qu'on puisse toujours retrouver ce Bénin-là qu'on ne connaît pas le passé. Pour que la sous-région ne soit pas affectée. Vous savez, quand les présidents sont hors du pouvoir, c'est-à-dire quand on est opposant, on dit de belles paroles. Et quand on goûte au pouvoir, le pouvoir c'est un virus. Nous rattrape. Mais on ne s'en sort plus. Vous avez écouté M. Talon qui disait, moi je voudrais juste qu'on ajoute quelques années à mon mandat et puis je vais partir. Mais est-ce qu'on est encore dans cette logique? Non. Macky Sall qui a dit, moi je ne suis pas venu pour m'éterniser, mais aujourd'hui le discours a changé. Même Abdoulaye Wade, quand il était quelqu'un qui avait plus de 30 ans dans l'opposition, c'était l'un des plus vieux aussi en Afrique. Mais quand il était devenu président, on a vu comment ça s'est passé. À un moment, on ne voulait même plus se lever. Il a fallu quand même que les gens crient pour dire, mais attention, tu dois te lever parce que ce n'est pas le fauteuil de ton père. Alors, on constate que quand les jeunes présidents viennent au pouvoir, prennent le pouvoir, ils veulent d'abord, comme le disent les Africains, essayer de circonscrire leur terrain, marquer leur territoire, montrer que c'est eux les nouveaux patrons. Et des fois, en brimant les autres acteurs politiques. Je crois qu'un ancien président a toujours sa valeur. Un ancien président de l'Assemblée nationale a toujours sa valeur. Un ancien Premier ministre, comme tous les autres citoyens d'ailleurs. Alors c'est des acquis qu'il faudra consolider. Le Bénin a été cité en modèle, en exemple. Il faudrait qu'aujourd'hui, le président Patrice Talon puisse faire un effort pour qu'on ne puisse pas attendre certaines choses. Et surtout quand il y a mort d'hommes, surtout quand il y a des blessés, quand les populations ne peuvent plus vaquer librement à leurs occupations, il y a problème. Si vous êtes gouvernant, vous devez vous poser des questions. Alors, oui, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, et surtout, vous savez, le mal dans tout ça là, c'est que lorsque vous êtes indexé comme cela, je pense que vous n'arrivez plus véritablement à attirer. Le Bénin était connu comme un pays où fréquentait beaucoup de touristes. Et vous allez constater, moi j'ai eu, je pense que lors du décès du guide jusqu'au jour d'aujourd'hui, et ça c'est un autre fait encore qui a quand même rajouté carrément à la crise qu'a connue le Bénin, il y a eu cette diminution drastique de ces visiteurs là sur ce pays-là. Donc je pense que c'est un manque à gagner pour l'État. Et je ne crois pas que les nouveaux dirigeants actuels ont à gagner lorsque le pays, tout normal, ou du moins, il y a donc ces facettes, tous les ressources émanant donc de ces retombées-là puissent donc les échapper. Et non, ça, mais ce qui est encore plus grave, c'est que nous sommes dans un monde où tous les pays ont peur du terrorisme, des attaques djihadistes, où on veut lutter contre les forces du mal. Mais si au même moment, au niveau interne, il faut encore résoudre des problèmes de violence entre population et ces forces de sécurité, je crois que les dirigeants devraient se poser des questions. Moi, c'est ce qui m'inquiète. Vous voyez, le Bénin, c'est juste à côté du Nigeria. Et si aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a une paix, il faudrait que les dirigeants consolident cette paix.
Donc les petits conflits qui vont engendrer encore d'autres choses, si jamais les djihadistes rentraient dedans, on ne sait pas ce que ça va donner. C'est la boîte à Pandore. Donc il faudrait faire attention. Aujourd'hui, c'est ce que je crains pour beaucoup de pays qui vont faire les élections présidentielles cette année. Nous sommes dans un monde menacé par les forces du mal, par les djihadistes, les terroristes. Alors ne laissez pas la porte ouverte pour que ces personnes-là puissent en profiter. Ouais. Chaque fois qu'il y a des conflits quelque part, les djihadistes rentrent dedans. Et ils ont détruit la Libye, les djihadistes sont rentrés dedans. Ils ont laissé le Mali, les djihadistes sont rentrés dedans. Et aujourd'hui, il faut que le Bénin fasse attention. Les petits conflits internes, il faudra essayer de trouver des solutions. Il faut faire des sacrifices qu'il faut. S'il faut que le président Talon aille dans le fief de son prédécesseur, il n'a qu'à y aller. Il peut inviter Yahi Boni à l'accompagner, parler aux populations, toucher les chefs traditionnels, discuter avec les citoyens et calmer ces jeux. L'armée, les forces de sécurité, les forces de l'ordre sont là justement pour la protection du peuple, la protection des citoyens. Il ne faudrait pas que ces conflits-là continuent. Et c'est dommage parce que c'est pas encore de notre temps. Et ça, il a relevé un problème très important parce que j'écoutais la fois dernière sur RFI un analyste qui disait que en réalité, ces forces de mal à ces djihadistes-là agissent sur les carences de l'État. Et parce que lorsqu'on sait que les gens traînent des frustrations liées peut-être à la justice, parce qu'il n'y a pas la justice qui avait été dite, lorsque les gens savent que il y a eu des frustrations liées, donc parce que ici on sent directement, comme vous l'avez relevé tantôt, que des gens, parce qu'ils appartiennent à ça, ils ont quand même eu un mauvais traitement dans un pays. Des séquelles de crise antérieure. Voyez-vous, donc par rapport à cela, on a besoin d'une cohésion aujourd'hui, une cohésion nationale. Mais ce n'est pas quand même facile à pouvoir digérer. C'est pas facile à digérer, donc je pense qu'on doit réellement, normalement faire attention, surtout avec l'avènement de notre aile liée donc à ce djihadisme-là, où eux, ils exploitent notamment donc ces carences-là pour venir s'installer, parce que les gens, lorsqu'ils ne savent pas à qui ça a donné, donc ils se disent voilà, bon, parce qu'il expliquait que voilà, ils ont une justice moins chère et ils arrivent réellement à venir donc résoudre des problèmes. Voyez-vous, donc ça c'est vraiment des points saillants qu'il faut donc prendre en compte dans la gestion, dans la gouverne du pays, parce qu'il faut toujours renforcer, disons, l'édifice national par cette cohésion-là. Et lorsqu'on sait que la cohésion déjà est fêtée, donc eux, ils s'installent vraiment parce qu'il y aura d'un camp ou de l'autre qui vont quand même vouloir, qui viennent les aider à pouvoir donc résoudre leur... Puisqu'ils auront plutôt besoin de moyens, y compris même des moyens financiers, logistiques. Tout à fait. Et vous savez, les djihadistes veulent des associés. Donc si l'État laisse effectivement des failles, ils vont plutôt en profiter. Et le Bénin doit faire très attention, surtout par rapport à sa position stratégique vis-à-vis du Nigeria. Nous, au Togo, nous ne voulons pas encore de ces conflits-là qui sont de l'autre temps. Nous sommes en 2020, donc il faudrait que tous les pays de l'Afrique de l'Ouest fassent un effort pour que ce ne soit pas au niveau de la maison même qu'on se querelle, et plutôt qu'on fasse face, effectivement, qu'on essaie de lutter efficacement contre ceux qui viennent nous attaquer. Je parle des terroristes et des djihadistes. Alors, la crise entre les États-Unis et puis le Mali avait été évité de justesse lundi après-midi, où avait été publié sur le compte Twitter de la présidence un message déplorant que personne n'ait dit à Donald Trump qu'il a commis une connerie en ordonnant la tuerie du général, de tuer, autant pour moi, le général Qasem Soleimani, dont la mort a fait craindre une guerre entre la République islamique et les États-Unis. Et c'était l'œuvre d'un ex-conseiller du chef de l'État malien qui finalement a été inculpé et écroué jeudi après la publication de cette information sur le compte Twitter. Le gouvernement malien a voulu réprimander ce qu'ils appellent ici par un crime très grave. Oui, c'est normal. C'est normal dans la mesure où, vous savez, le Mali est un territoire où se jouent plusieurs forces. Aujourd'hui, c'est un pays, je pense que ce soit le chef d'état-major l'a reconnu, c'est vrai, il y a ce sentiment-là où les gens essaient d'indexer à tort, disons, ces puissances étrangères qui viennent donc les protéger.
parce qu'on essaie donc de ressusciter des situations. Non, NDC a tort ou a raison. Bon, c'est selon. Donc ça veut dire que c'est un pays stratégique où la diplomatie, il faut savoir vraiment tenir langue. Aujourd'hui, il y a les États-Unis qui font, même s'ils n'interviennent pas directement au front, comme la force Barkhane le fait, il y a des États-Unis, les États-Unis, les forces des Nations Unies qui interviennent aussi dans la formation, que ce soit au Mali, au Niger, même au Togo. Même au Togo, ici précisément. Donc je pense qu'il serait maladroit, surtout d'un proche aussi de la présidente de pouvoir donc s'arroger le droit de pouvoir critiquer, disons, cette action. Parce que lorsque vous voyez Donald Trump, c'est vrai que c'est un homme sulfureux, c'est un homme qui intervient aussi dans les crises. Il renforce d'ailleurs même quelquefois aussi des crises ailleurs. Mais je pense qu'un pays comme le Mali, les citoyens devraient normalement faire attention, surtout venant d'un haut lieu comme la présidente de pouvoir, donc s'immiscer dans ce genre d'affaires-là. Je pense que c'est dangereux. Ce qu'a fait en réalité la présidente ou le président malien, c'est pour donner l'exemple à d'autres, de pouvoir donc pour dissuader d'autres à ne pas quand même emboîter le pas, de pouvoir critiquer, parce que vous n'êtes pas sans savoir que ne serait-ce que ce petit mot employé par ce conseiller-là peut amener peut-être les États-Unis. Puisqu'il qualifiait les États-Unis d'État voyou. Voilà. Et quand on sait que Donald Trump est un fan de Twitter, il peut tweeter et puis directement vouloir non seulement faire partie, disons, c'est cette troupe qui aide, parce que vous avez vu l'attaque qu'on a eue tout récemment au niveau du Niger. Je pense qu'il y a 2 jours, 3 jours, il y a des drones américains qui ont eu quand même à intervenir et à pouvoir donc parer au pire. C'est vrai qu'il y a eu des décès, mais ils n'ont pas pu quand même attaquer cette base-là comme ce fut ce que nous avons connu avec 71 morts. Donc je pense qu'il faut faire extrêmement attention dans ces pays-là qui sont des pays fragiles et qui ont besoin d'aide surtout internationale, et que ce soit même sous-régional, il faudrait quand même faire attention, pouvoir donc s'immiscer dans les affaires internes à haut risque comme ce que fait les États-Unis et l'Iran aujourd'hui. Mais est-ce que ce n'est pas trop tard, cette action c'est vrai que le pire a été évité de justesse. Jusqu'à présent, les États-Unis n'ont pas encore répondu de manière à répondre par la monnaie de sa pièce, comme on pourrait le dire, ou renvoyer peut-être l'ascenseur. Là, il faut quand même reconnaître que c'était une erreur grave, et peut-être la responsabilité revenait à la présidente de pouvoir surveiller leur réseau social, qui est le compte Twitter. Vous savez, dans le cas de ce tweet-là, dérangeant, la présidence du Mali a une chance énorme. La chance, c'est que M. Maïga, qui a fait le tweet, avait effectivement travaillé à la présidence et connaissait les mots de passe du tweet de la présidence. Alors, il a été démis de ses fonctions depuis le mois de novembre 2019 et en réalité, il n'avait aucun droit encore à envoyer même une virgule sur le compte de la présidence. Et en cela, il risque d'avoir de graves problèmes avec la justice. Et la présidence également a manqué de vigilance. La présidence n'est pas à accuser en tant que telle, du moment où, vous savez, quand vous exercez certaines fonctions, vous devez garder les secrets. Et même si vous n'êtes plus en poste, ne croyez pas qu'un ancien agent de la CIA ou de FBI va vous livrer quelque chose que vous pouvez le tuer, il ne va même pas parler. On l'envoie dans le cas de Maïga, il a vraiment fait une faute grave. Si je t'appelle pour travailler avec moi sur ma communication, si tu n'es plus avec moi, tu n'as plus le droit d'utiliser mes mots de passe. Bon, ce qu'on peut reprocher à la présidence du Mali, c'est qu'ayant changé d'homme, on devrait changer également de mot de passe. Ça n'a pas été fait. Mais heureusement que le monsieur n'est plus à la présidence. Donc, c'est connu de tous. Tout le monde le sait et les Américains le savent. C'est pourquoi peut-être ils n'ont pas réagi. Alors aujourd'hui, le tweet a été effacé,
Mais vous savez, pour ceux qui sont dans le domaine de technologie, il suffit que ça vienne une fois sur l'étoile. Et puis, il y a des logiciels aujourd'hui, tu peux retrouver tout ce qui a été effacé. Donc, aujourd'hui, il appartient au président du Mali de continuer par jouer à cette diplomatie pour calmer les Américains. Et les Américains savent que ce n'est pas le pays, le Mali, qui parle ainsi, qui traite M. Trump de conneries ou de con. Il parlait au début de hacking avant que l'ex-conseiller ne vienne affirmer son crime. Oui, mais vous savez que le président Donald Trump, il tweet comme on respire. Alors, il a pris du temps pour essayer de digérer ce qui a été publié. Et heureusement qu'il ne va pas réagir parce que la présidence a essayé de prendre les mesures en arrêtant même M. Maïga, en essayant de présenter des excuses, en expliquant ce qui s'est passé. M. Maïga même a eu à faire certaines révélations. Je n'avais pas le droit d'utiliser encore ce compte, mais j'ai fait une erreur et je m'en excuse, je regrette vraiment. Mais les mots conneries, les mots état voyou sont vraiment des mots très forts. Et c'est ce que je voudrais dire aux acteurs politiques. Quand on fait de la politique, on doit faire de la diplomatie. Vous devez cultiver la diplomatie. Mais Donald Trump également utilise des mots assez vulgaires. Mais Donald Trump utilise des mots de voyous, de n'importe quoi, oui. Mais vous savez, si c'est nous, journalistes, qui faisons des analyses, qui disons, mais c'est un comportement qu'on peut traiter de voyou, ça peut aller. Mais quand vous travaillez pour la présidence et vous faites un tweet sur le compte officiel de la présidence d'un pays, vous êtes en train de plonger votre pays. Monsieur Maïga n'aime pas son pays et il doit se repentir. Peut-être que la présidence doit peut-être lui faire quand même certaines faveurs pour qu'il soit bien jugé et qu'il ne soit pas détenu arbitrairement. Qu'il a reconnu au passé. Il a avoué son crime quand même. Bon, le fait de reconnaître ne suffit pas, mais prendre la décision de ne plus recommencer. Voilà, alors, c'est le plus important. Alors, on reviendra dans la deuxième partie de Regard croisé dans Niveau Soir pour évoquer plus largement le Togo, les candidatures pour la présidentielle de 2020 de cette année. Juste après, derrière nous, c'est le journal. On revient dans un instant.